alors cette première séance a été conçue, pas uniquement par moi-même d'ailleurs, mais comme une façon d'introduire le sujet à partir de constats et d'expériences, et chacun de nos intervenants ici, je pense, va vous faire état de la question, la façon dont il vit au quotidien, dans son travail scientifique, les problèmes de langue et de traduction. Alors, je vais commencer peut-être par vous dire deux mots sur cette question-là, dans la mesure où elle est débattue depuis très longtemps. Et je vais commencer par vous lire un tout petit texte de Lavoisier, 1789, dans le traité de chimie élémentaire. Il écrit ceci. « Toute science est nécessairement formée de trois choses. La série des faits, qui constituent la science, les idées qui les rappellent, les mots qui les expriment. Il en résulte qu'on ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et que quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. » Alors, j'attire votre attention sur la fin de cette citation, qui est celle qui pose problème, des expressions exactes. Y a-t-il, et c'est peut-être la question que nous allons discuter ici, y a-t-il pour énoncer les idées et derrière elles les faits, des expressions exactes qui seraient irréversibles une fois énoncées? C'est évidemment un vieux rêve essentiellement de nos ancêtres encyclopédistes contemporains de Lavoisier, que d'avoir une langue bien faite, comme disait Condorcet, où chaque mot exprimerait de façon univoque sa signification. Un tout petit peu plus tard, le doute pourrait être jeté sur cette idée, non plus par un scientifique cette fois-ci, mais par un poète, Giacomo Leopardi. Leopardi, en 1820, écrit ceci. « Les mots ne présentent pas la seule idée de l'objet signifié, mais aussi un nombre plus ou moins grand d'images incidentes. Les vocables des sciences ne présentent que l'idée nue et limitée de tel ou tel objet. Ce sont bien des termes, car ils déterminent et définissent la chose de toutes parts. Plus une langue est riche de mots, plus elle se prête à la littérature et à la beauté, plus elle abonde en termes, moins c'est le cas. Ce sont choses bien différentes que l'adéquation des mots et la nudité des termes, et si la première confère efficacité et évidence au discours, la seconde ne lui apporte que l'aridité. Alors vous voyez que dans ce texte de Léopardi, il reste pris dans la perspective que désignait Lavoisier, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez la science qui a des termes univoques, mais évidemment au détriment de toute beauté et de toute poésie. Et si vous voulez au contraire rendre la richesse du monde, des sentiments, etc., alors il faut que vous ayez de la langue une conception plus large où vous renoncez à la détermination unique des termes. Je passe sur un passage qui suivrait, qui est assez drôle, parce que Léopardi dit oui, le français, lui, il a complètement basculé, il n'emploie que des termes, c'est une langue totalement univoque. Heureusement que nous, Italiens, nous conservons une plurivalence. Et je termine avec une toute petite phrase d'un poète contemporain, Valère Novarina, qui va se placer encore au-delà de Léopardi en disant « Rien n'est plus au secret de la matière, rien n'est plus proche de la vie profonde de la nature, rien n'est plus au cœur de la physique que le mystère verbal. C'est dans les mots réversibles que notre langue, comme toutes les langues, en sait le plus. » Voilà, alors je voulais introduire notre discussion ainsi, pour que nous soyons bien conscients que le problème que nous allons discuter dans la journée, ce problème de traduction, est beaucoup plus profond, beaucoup plus difficile
que celui du seul choix de tel mot pour traduire tel mot, et que, comme je pense nous allons le voir, c'est au contraire dans l'ouverture critique sur la signification des mots à traduire que la traduction peut nous permettre de comprendre non seulement ce que nous traduisons, mais aussi ce que nous avons à traduire précédemment. Je n'en dirai pas plus pour l'instant et je vais laisser la parole. Alors évidemment, les séances sont très courtes, la journée est très lourde, donc chacun de nos intervenants a priori une dizaine de minutes, après quoi peut-être nous aurons de brefs échanges entre nous et ensuite la parole sera à vous. Alors je vais d'abord donner la parole à Eleonora Sammarchi, qui est historienne des sciences, des mathématiques en particulier, et qui travaille au laboratoire. Alors, je ne suis pas très sûr de vos accointances institutionnelles parce qu'elles sont multiples. Alors oui, c'est depuis hier, je travaille à l'Université de Berne dans le département de anthropologie sociale et études culturelles. Et avant, j'étais à l'école polytechnique de Zurich. Et encore avant, j'étais ici à Paris, au laboratoire Sphère. Et je suis encore chercheuse associée du laboratoire Sphère. Je commence ? La parole est à vous. Merci. Alors, merci beaucoup de cette invitation et merci de l'organisation de cette table ronde. Afin de contribuer à la discussion, je vais d'abord vous expliquer mon parcours. Bon, j'ai déjà commencé un petit peu. Et puis, j'essaierai d'aborder quelques questions liées à la traduction, et notamment à la traduction des mathématiques du passé. Alors, je suis d'origine italienne et dans mon pays, j'ai fait des études de philosophie avec une spécialisation en histoire et philosophie des sciences. Pendant mon master, j'ai découvert l'histoire des mathématiques et puisque j'étais aussi en train d'apprendre l'arabe à côté, mon directeur de mémoire de l'époque m'a, entre guillemets, envoyé à Paris parce que c'est à Paris que je pouvais étudier avec les spécialistes des mathématiques arabes qui étaient ici. Donc, je suis arrivée en France à 24 ans, j'ai refait une année de master et puis j'ai enchaîné avec le doctorat. Et mon sujet de recherche doctorale était un travail un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que je me suis occupée de la rédaction de l'édition critique, de la traduction et de l'analyse historico-mathématique d'un traité d'algèbre du XIIIe siècle, écrit en arabe par le mathématicien Al-Zanjani. Alors, quelques précisions. Donc, les mathématiques, je les ai apprises en français. Et il y a des termes dont je ne suis même pas sûre parfois de la traduction en italien. Il faut que je vérifie d'abord. Je lis évidemment la recherche écrite en italien. Depuis quelques années, je travaille aussi sur des textes du XVe, XVIe siècle écrits en italien vernaculaire. Mais voilà, je ne me sens pas vraiment à l'aise lorsque je dois écrire un article ou un projet de recherche en italien. Et pour ce qui concerne l'arabe, il faut savoir que l'un des meilleurs dictionnaires pour la langue scientifique arabe est un dictionnaire arabe-anglais. Et donc, quand je traduis, au moment de traduire de l'arabe au français, il y a toujours cet effet d'imitation. Il faut faire attention aux faux amis. C'est toujours un chemin un peu indirect de l'arabe au français avec l'anglais par intermédiaire et anglais qui reste toutefois une langue que je maîtrise moins bien par rapport au français. Et maintenant, je travaille aussi sur des textes en latin et évidemment du latin en français. Voilà, tout est un peu plus simple. Je fais quand même relire le français de mes publications, surtout maintenant que j'habite dans la Suisse alémanique et que je parle principalement allemand et anglais. Alors, dans ma tête, ce switch linguistique se fait assez facilement, mais évidemment, il y a aussi, les langues sont associées à des situations, des domaines. Donc, typiquement, la langue des émotions, pour moi, ça reste l'italien. La langue de la famille, ça reste l'italien. Le français, c'est une langue de travail, mais je m'énerve aussi très bien en français. Donc, c'est peut-être trop de temps dans le métro de Paris. L'anglais, c'est une langue de travail. Et l'arabe, pour moi, c'est les maths.
C'est le langage des mathématiques. Donc, ce court résumé de ma vie, juste pour vous expliquer un peu d'où je viens. Et maintenant, je voudrais venir aux questions que j'aimerais discuter aussi avec vous, en partant du principe que, bien évidemment, c'est mon expérience personnelle. Donc, je ne veux absolument pas généraliser. Donc, pourquoi traduire et surtout, pourquoi traduire les mathématiques du passé ? Alors, on pourrait penser qu'au moins à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, avec l'introduction du symbolisme, les mathématiques ont leur propre formalisme, ont leur propre langue, et donc elles n'ont pas besoin de traduction, parce que si j'écris au tableau 2 plus 2 égale 4, cela, tout le monde le comprend, n'importe où je suis. Or, l'histoire nous enseigne que cela n'est pas totalement vrai et qu'au contraire, les mathématiques sont très influencées par le contexte linguistique dans lequel elles sont produites. Je prends un exemple justement des mathématiques médiévales qui sont pour la plupart exprimées sans symbole. Selon les disciplines, les nombres ne sont même pas écrits en chiffres, mais on a des nombres écrits en lettres. Et cette forme rhétorique déterminait aussi la manière de concevoir les concepts mathématiques. Par exemple, les valeurs irrationnelles, dans les textes arabes du Moyen-Âge, elles sont dites non exprimables. On ne peut pas les dire. Et pareil pour les solutions négatives, pour des solutions qui n'étaient pas concevables, on trouve dans les textes, et on ne peut pas dire plus que cela par rapport à ce problème, par rapport à cet exercice. Donc il y a vraiment cette idée de relier un peu ce que l'on peut dire avec ce que l'on peut penser mathématiquement. Et je pense que ce principe de mathématiques influencées par le contexte linguistique est aussi valable pour le 19e, 20e siècle. Il y a, je vous laisse découvrir les travaux de mes collègues qui travaillent par exemple sur les brouillons mathématiques. Et en quelque sorte, ça s'applique aussi aujourd'hui parce que, au moins pour l'enseignement, on voit bien qu'il faut traduire les mathématiques dans différentes langues. Donc il s'agit de traduire afin de rendre accessible le savoir, et parfois le fait de traduire devient une manière de réfléchir sur sa propre discipline et sur comment on choisit les termes scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'on traduit et qu'est-ce qu'on transmet? Donc, la sélection de ce qu'il faut traduire se fait sur la base de plusieurs critères, et parmi lesquels il y a évidemment des critères socio-culturels. Alors, à nouveau, je prends un exemple du passé, parce que c'est très parlant, mais on peut trouver des exemples même plus récents. Le livre d'algèbre d'Al-Khwarizmi, qui est un livre du IXe siècle, c'est le premier texte d'algèbre que l'on a en langue arabe, se compose de 2 parties, et la deuxième partie est une collection de problèmes qui se fondent sur le droit coranique. Donc, c'est des problèmes d'héritage, de vente, d'esclaves, etc. On constate qu'au moment de traduire ces textes au Moyen-Âge latin, cette partie, elle est complètement écartée. Elle n'est pas traduite parce que probablement les latins ils voyaient pas l'intérêt de traduire cette partie, d'autant plus qu'un traducteur ça coûtait cher. Et donc il y a une partie de la production mathématique et il y a des pratiques qui disparaissent du radar. Donc on n'a plus de circulation de ce corpus. Et cela nous montre que cet exemple nous montre que parfois nous sélectionnons le contenu mathématique, nous sélectionnons ce qui est appris selon des raisons qui ne sont pas, pour ainsi dire, purement scientifiques. Et je viens donc à comment traduire, parce que dans mon cas, donc mes mathématiciens, ils ne sont pas des grands poètes, ils n'ont pas une richesse linguistique, un langage extrêmement varié, et cependant il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de créativité parce qu'il faut identifier des nouveaux objets mathématiques. Et avec la création de beaucoup de néologismes, des termes de la langue courante qui deviennent des termes techniques, etc. Et cette créativité, je la retrouve aussi dans mon travail, dans mon activité. Parce qu'en quelque sorte, il faut que je rende compte de cette recherche.
de langage. Et il faut aussi que j'arrive à exprimer des concepts qui peut-être n'existent plus dans les mathématiques contemporaines, mais que voilà, il faut décrire. Et sur cela, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à l'anglais. Personnellement, je pourrais tout à fait faire sans anglais. Je pense même que l'anglais parfois aplatit un peu la richesse linguistique que l'on peut avoir, par exemple en italien vernaculaire, qui est ce langage mixte de latin et de termes qui ont d'autres origines. Mais il faut que j'utilise cette langue pour plusieurs raisons. Il y a des contraintes très pragmatique, si je veux avoir un poste, il me faut des publications en anglais. Donc il faut que j'ai ce corpus de publications en anglais. Et aussi, de manière plus profonde, je pense qu'il y a 50-60 ans, un historien des mathématiques avait peut-être moins besoin de l'anglais que moi, parce que les collègues, ils travaillaient ou ils avaient étudié en Europe. Et donc, on pouvait, peut-être ils connaissaient un peu d'italien, un peu de français, un peu d'allemand, on pouvait se débrouiller aussi avec d'autres langues. Or, le souci, mais c'est aussi une richesse d'aujourd'hui, est que le savoir est plus globalement réparti. Et donc, si je veux me faire comprendre par mes collègues chinois, indiens, iraniens, il faut qu'on ait cette langue commune, il faut qu'ils puissent lire mes textes en anglais. Et pour moi, c'est très important que ces collègues puissent lire mes textes parce que pour les sources arabes, il y a des choses que je peux comprendre uniquement si j'ai cet échange avec les experts du sanskrit, du chinois, du persan, etc. Et donc voilà, je termine avec la mention de quelques difficultés. Donc il y a effectivement un risque d'aplatissement, de perdre un peu cette richesse, ce multilinguisme, qui par ailleurs est très difficile. Parce que travailler sur plusieurs langues et travailler philologiquement sur les textes scientifiques demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour celui qui écrit, mais aussi pour le lecteur. Ce n'est pas évident. Et pas tout le monde est disponible à faire ce genre d'effort parce qu'on n'a pas de temps, parce qu'on n'a pas de vie, on a 1000 choses à faire. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est un vrai défi. Et une autre difficulté, c'est plutôt lié à la manière dont on est formé, donc à l'éducation. Pendant mes 4 années à l'école polytechnique de Zurich, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui me disaient « j'ai étudié, mais je stresse à rendre mon devoir parce que je ne sais pas écrire ». Et alors ça, c'est un peu, voilà, pour moi, au début, c'était très choquant parce que l'école polytechnique de l'ETA, c'est quand même une très bonne université. Donc, que les étudiants arrivent et me disent « je ne sais pas écrire », c'est quand même quelque chose. Et cette difficulté, je la constate aussi en tant que reviewer, lorsque je dois réviser des articles écrits par des mathématiciens qui se mettent à l'histoire des mathématiques. Et eux aussi, pour eux, c'est vraiment difficile de rendre un texte avec des mots et pas uniquement avec des théorèmes et des formules. Donc je n'ai pas de solution ou de stratégie à suggérer, mais je trouve que cela relève d'un problème qu'on a sur le plan de la formation et aussi sur le plan de la pratique mathématique. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup à Eleonora Sammarchi qui nous a, je crois, placé tout de suite au cœur des sujets qui nous intéressent. Et je vais maintenant laisser la parole à Raphaël Gaillard, qui est médecin, psychiatre, écrivain, professeur à l'université Paris-Cité et membre de l'Académie française et tant d'autres choses qu'il nous dira peut-être, mais je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je vais parler plutôt comme clinicien aujourd'hui pour essayer de traduire une difficulté dans laquelle les cliniciens se trouvent quant au problème de traduction, c'est-à-dire le fait que des pathologies existent dans certaines langues et pas dans d'autres, ou plus exactement que dans certaines langues, celles qui s'imposent le plus, l'anglais, disparaissent des pathologies. Alors j'ai quelques diapositives.
vous savez que, évidemment, la folie reste mystérieuse et à certains égards, nous tournons toujours autour de cette quête de l'extraction de la pierre de folie dans cette représentation-là de Bosch. Mais nous essayons de nous organiser, nous essayons de nous organiser au gré de classifications internationales. Ces classifications internationales, il y en a deux principalement. En fait, il y en a une multitude, mais il y en a deux qui s'imposent. Celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est logique. Et puis une qui dépend de l'American Psychiatric Association, qui est en fait celle qui est la plus utilisée, qui est synonyme de manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et qui est un outil, à vrai dire, indispensable au quotidien. Alors, je ne fais pas du tout partie des détracteurs des classifications. Je crois que c'est absolument indispensable que nous puissions nous entendre, définir des consensus autour de pathologies. Ça a un effet sur la prise en charge des patients, et ça a un effet très concret d'ailleurs, puisque ça a un effet dans certains pays sur la prise en charge financière de ces patients. Donc, je ne suis pas du tout de ceux qui dénoncent à cri d'orfraie ces classifications. Pour autant, on voit bien que ces classifications ont des limites, et je vais retracer très rapidement l'historique du DSM. L'historique du DSM, il naît il y a un peu plus de 70 ans, dans une forme initiale qui correspond à l'hégémonie du moment, qui est celle de la psychanalyse. Et donc le DSM-1 est d'obédience psychanalytique, essentiellement différenciant les névroses et les psychoses, avec un continuum entre normal et pathologique, vraiment dans une inspiration très freudienne, insistant sur la dynamique, avec d'emblée des polémiques, parce qu'on fait toutes sortes de polémiques aujourd'hui sur les versions du DSM, mais il faut aussi imaginer les polémiques qui ont inspiré le DSM dans sa version psychanalytique. Je donne juste l'exemple, par exemple, de la définition comme pathologique de l'homosexualité, sur laquelle l'American Psychiatric Association est revenue tardivement, puisque elle n'est revenue qu'en 1973. En DSM, en matière de DSM, la grande transition, la grande rupture date de 1980, c'est le DSM 3, avec une volonté à ce moment-là qui est de ne plus avoir de modèle éthiopathogénique, puisque manifestement la psychanalyse pose question, c'est le tournant la psychanalyse américaine et dans la psychiatrie américaine. Eh bien, l'idée va être de prétendre à un modèle athéorique. Alors, on voit très bien quelles peuvent être les difficultés épistémologiques à imaginer qu'il soit possible de construire un modèle dit athéorique. En pratique, l'idée serait que puissent s'organiser de façon statistique des groupes de malades qui existent par le fait que on peut statistiquement considérer qu'il existe, c'est difficile à traduire d'ailleurs, des clusters de symptômes qui organisent des syndromes, et on cherche même plus à définir les maladies. La maladie en médecine nécessiterait que nous puissions définir une physiopathologie, ce qui n'est pas le cas. Mais évidemment, ça a toutes sortes de conséquences. Et je vais prendre juste un exemple qui est celui du champ des psychoses, qui est le fait que la schizophrénie va devenir le modèle type de psychose au point d'effacer les autres modalités de psychose. Alors peut-être un retour historique rapide sur le mot de schizophrénie. Avant d'être schizophrénie, il était appelé démence précoce, puis c'était un état d'affaiblissement progressif de l'esprit chez le jeune homme ou la jeune femme à la fin du XIXe siècle. Et puis on voit au début du XXe siècle, c'est toujours étonnant d'ailleurs comme on voit à différents endroits, de différentes façons, les mêmes mots presque émerger. Donc d'un côté, la question de l'impossibilité de la jonction, la séjonction psychosis, ou séjonctiva dementia, ou la dementia disséquence, on voit bien qu'il est question de séparer quelque chose.
Dans la tradition française, on parle plus d'ataxie intrapsychique. L'ataxie, du point de vue neurologique, c'est l'incapacité à coordonner le corps, et donc ça serait l'incapacité à coordonner l'esprit. Chalin, lui, parle de discordance, donc on a un vocabulaire qui est presque musical, l'incapacité à harmoniser, à coordonner l'esprit. Et puis, le mot qui va s'imposer, celui qui est inventé par Bleuler, mais vous voyez que c'est à peu près au même moment tout ça. Disharmonie, c'est aussi dans le même champ quasi musical. C'est à quelques années près, un mot émerge, celui de schizophrénie, qui insiste sur la coupure, la séparation, le schizo et le phrène, l'esprit, et qui va être le maître mot des psychoses. La schizophrénie est marquée par une forme de dissociation, la Spaltung interne. Et c'est important parce qu'on retient d'ailleurs souvent dans la psychologie populaire que la schizophrénie, c'est les hallucinations, délires, mais en fait cette question de la coupure interne est centrale. Le problème, c'est qu'elle est tellement centrale qu'elle va servir un peu d'attracteur étrange et que dans le DSM vont disparaître, à peu de choses près, les psychoses non dissociatives, c'est-à-dire des façons d'être psychotique sans qu'il y ait de dissociation. Or, la tradition européenne, qu'elle soit française ou allemande, de façon différente, ou d'ailleurs anglaise, même si elle va suivre très rapidement la tradition américaine, insiste. Pardon, j'ai pas passé. Oui, ça c'est un problème d'agentivité puisque je passe sur mon. Non, juste une seule. Merci. Alors je passe 2 fois, ça va. Donc la tradition. Merci beaucoup. C'est une expérience de psychose d'ailleurs. Nous distinguons les psychoses dissociatives, donc la schizophrénie, qui porte bien son nom, et les psychoses non dissociatives, typiquement la paranoïa, la paraphrénie confabulante et fantastique, la psychose hallucinatoire chronique, l'hypocondrie délirante. Donc il y en a quand même quelques-unes. Et à laquelle nous tenons. Alors d'abord, il y a de très belles descriptions cliniques, historiques, des paraphrénies et des psychoses hallucinatoires chroniques. Et puis ensuite, je peux vous assurer, au quotidien de mon exercice, moi je dirige un pôle universitaire de psychiatrie à Sainte-Anne qui reçoit un peu plus de 12 000 patients par an. Nous rencontrons encore ces patients souffrant de paraphrénie ou de psychoses hallucinatoires chroniques, qui, en quelque sorte, sont contraints de rentrer dans le régime commun de la schizophrénie. Il ne reste en fait qu'une forme éthique sans H de psychose non dissociative, qui est le trouble délirant persistant. Ne lisez pas dans le détail, c'est juste pour vous dire comment est fait le DSM. Donc il aligne un certain nombre de critères, A, B, C, D, E, et puis ensuite il décrit des formes sous-jacentes, des formes cliniques sous-jacentes. Et dans ce trouble délirant persistant, ne lisez pas en détail, si vous aviez le temps de lire, vous verriez que reste la paranoïa et l'hypocondrie délirante, mais que la paraphrénie et la psychose hallucinatoire chronique ont disparu. Et que donc nous sommes censés considérer que ce sont des schizophrénies. Et si nous sommes censés considérer que ce sont des schizophrénies, ça veut dire que la présentation clinique est celle des schizophrénies. Alors, bon, la question n'est pas celle de l'entomologie, nous ne sommes pas là pour étiqueter des patients. La question, c'est en fait celle de la thérapeutique et du pronostic. Et il se trouve que ces groupes de patients, ces patients, en fait, répondent à des thérapeutiques un peu différentes que celles que nous utilisons dans la schizophrénie. Alors nous essayons, dans la réalité des débats internationaux, merci beaucoup, de faire avancer la cause. C'est d'ailleurs paradoxal parce que voilà un exemple typique de collègues français ayant essayé d'insister sur les caractéristiques de la psychose hallucinatoire chronique, et il publie cet article dans une grande revue qui s'appelle Schizophrenia Bulletin. Donc c'est dans une revue de schizophrénologues dans laquelle il faut insister sur les spécificités non schizophréniques de la psychose hallucinatoire chronique. Et donc vous voyez la difficulté. Et en fait, nous nous trouvons dans une situation qui est difficile parce que
cette fois j'avais appuyé, c'est que dans le modèle athéorique, qui évidemment n'a rien d'athéorique, parce que qu'est-ce qui peut être athéorique, disons que la démarche se voulait evidence-based medicine, c'est-à-dire fondée sur la démonstration. Or, à partir du moment où vous supprimez des classifications une forme clinique, par définition, elle ne va plus être explorée par les mêmes études relevant de l'evidence-based medicine. Donc sa seule disparition sur une conception théorique initiale, qui consiste à dire, en fait, pourquoi considérer qu'il n'y avait pas de dissociation H-Paltum, en fait, c'est pas si évident, il y en avait. Alors ça, c'est un parti pris clinique, va aboutir au fait qu'on met ces patients dans le groupe des patients avec schizophrénie, et par conséquent, on ne peut plus démontrer la spécificité de la réponse à certains traitements, ou la spécificité du pronostic de ces patients. Autrement dit, le seul fait, alors ça va évidemment au-delà de la langue, mais c'est la langue qui s'incarne dans une classification, le seul fait d'organiser par la langue une classification aboutit au fait que la machine est en route pour que de toute façon, ces patients, dont j'ai bien l'impression, comme un certain nombre qu'ils existent bien, sont forcés de rentrer dans le droit commun, si je puis dire, de la schizophrénie, ce qui évidemment nous pose problème au quotidien. Alors, il y a un début de réponse à ça. Merci beaucoup. C'est de ne pas se contenter que de la clinique, c'est-à-dire finalement de la façon dont nous pouvons classer les symptômes à partir de ce que nous disent les patients. Et de fait, on sait bien que les patients, quels que soient nos efforts, nos talents parfois, ne nous disent pas grand-chose et que nous n'accédons pas à grand-chose. Évidemment, nous nous employons à accéder au plus de mots possible pour comprendre et observer au mieux ces patients. Et donc, il y a quelque chose qui s'ouvre aujourd'hui, qui est le champ des neurosciences. Et dans le champ des neurosciences, c'est le fait que, d'une certaine façon, nous ouvrons la boîte crânienne. La boîte crânienne, c'est un peu ouvrir la boîte noire. Et les psychiatres que nous sommes pensaient trouver ce type de choses en regardant les circonvolutions crâniennes. Je ne sais pas si vous voyez de loin. En pratique, ça n'est pas exactement ce que l'on observe, mais l'idée était que nous puissions trouver quelque chose d'aussi riche que ce qui est représenté ici. En pratique, nous trouvons plutôt ce type de représentation. Ici, c'est de la tractographie, donc c'est le trajet des fibres blanches. Et c'est tout à fait intéressant de faire de la tractographie, parce que la tractographie nous permet justement de mesurer ce qui avait été considéré d'un point de vue purement clinique, c'est-à-dire la dissociation. Tout ce que j'ai appelé incoordination, ataxie intrapsychique, disharmonie, disséquence, eh bien nous pouvuvent aujourd'hui le mesurer et mieux comprendre du point de vue vraiment des bases neurales, ce que peuvent être les dysfonctionnements cérébraux à l'origine de ces symptômes. Évidemment, avec un mouvement de balancier qui est à la mesure du mouvement de balancier initial, celui que nous avons quitté à ce moment clé de 1980, je m'arrête, j'ai fini, qui était celui de l'hégémonie de la psychanalyse, qui serait ici l'hégémonie des neurosciences, avec cette prétention que cette fois, on se passe même des mots, puisqu'il suffirait de regarder dans le cerveau ce qu'il en est. En fait, on en revient à cette représentation de Bosch de l'extraction de la pierre de folie, d'une autre façon, évidemment, sans l'extraction et sans la trépanation, puisqu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la boîte crânienne grâce à ces techniques d'imagerie, mais qui consisterait
à regarder dans le cerveau plutôt que de se contenter des mots et des polémiques sur les mots entre psychiatres au gré des classifications. Évidemment, c'est pas la bonne perspective. Et la bonne perspective, elle est fort complexe parce qu'elle nécessite en fait à la fois d'utiliser ces outils, ceux des neurosciences, et donc, de fait, ce que cette trépanation non invasive nous apporte par les outils d'imagerie et plus généralement des neurosciences cognitives, et le fait que ça n'est jamais aussi riche que si on le lie au langage, aux symptômes s'exprimant par le langage, pour explorer ce qui relève ou pas de la dissociation. Et de fait, par exemple, on constatera que cette dissociation, elle peut s'exercer dans des registres différents et on pourra à ce moment-là revenir vers les grandes classifications en montrant que c'est pas la même chose selon que cette dissociation a des effets sur des grandes structures cérébrales ou des grands phénomènes de connectivité contraires à la conscience, par exemple, un sujet qui m'intéresse, ou qui s'exerce dans le langage plus spécifiquement, qui rendrait compte peut-être de certains de ces symptômes, dont par exemple la psychose hallucinatoire chronique. Donc voilà, j'ai voulu illustrer le fait que le langage, en fait, et la traduction, elle répond à évidemment des enjeux d'organisation des êtres humains, dont l'avancée de classification. Et je redis que je ne suis pas du tout anti-classification. C'est pas du tout mon esprit, cette dénonciation d'un pouvoir néolibéral, big pharma, etc. C'est pas du tout mon esprit. Il faut des classifications, mais par définition, elles procèdent de partis pris. Ces partis pris eux-mêmes ont un effet d'auto-engendrement, puisqu'ils aboutissent à ce que des pathologies ne soient plus explorées et donc disparaissent. Et peut-être que les outils des neurosciences, couplés à un retour à la clinique, nous permettront de réhabiliter des entités nosographiques qui correspondent au quotidien de l'exercice du psychiatre que je suis. Merci beaucoup pour la concision et la précision. Je crois que nous sommes toujours au cœur des questions qui nous concernent. Pablo Jensen, qui est physicien et directeur de recherche au CNRS, travaille à l'ENS de Lyon. La parole est à toi. Merci Jean-Marc et merci pour l'invitation. Je vais vous donner quelques... Donc je vais pas conceptualiser ni faire de grandes réflexions sur la langue et la science. Je vais vous donner quelques éléments tirés de l'expérience de chercheurs avec peut-être un peu comme Eleonora, une double... Enfin, je suis d'origine argentine, donc j'ai grandi en espagnol. Et donc la langue, tu parlais de la langue des émotions, donc ça reste l'espagnol. Mais donc il y a des imbrications complexes entre l'espagnol, le français et l'anglais. On en reparlait, et d'ailleurs l'italien aussi. Mais voilà. Donc je vous donne quelques expériences et j'essaie de tirer quelques leçons ou quelques pistes de réflexion plutôt. Donc la première, c'est que comme tout le monde, je suis parti faire un postdoc en anglais, enfin comme les physiciens en tout cas, et en revenant en fait après avoir passé un peu plus d'une année à faire de l'anglais, voilà, du matin au soir, et évidemment aussi pour le côté technique, la publication, et avoir appris un peu comment ça se passait les publications aux États-Unis, ce qui n'était pas la même chose que ce qu'on faisait en France à l'époque. Apprendre à faire des Nature ou des choses comme ça. En revenant en France, en fait, j'en ai eu assez de l'anglais quelque part, et je l'ai gardé évidemment pour le technique, mais j'ai vraiment eu envie de penser de la physique et ce que je faisais en français. Et donc, à l'époque, c'était de faire de la vulgarisation. Donc, j'ai commencé à écrire des articles de vulgarisation dans la recherche, par exemple, et c'est là que j'ai commencé aussi à imaginer un projet de livre de vulgarisation de ma spécialité, qui était la physique de la matière, en français, comme une manière de socialiser un peu ce que j'avais appris et que je faisais dans les laboratoires, mais qui n'était pas tout à fait suffisant pour l'image que je me faisais des sciences. Mais l'espagnol, par contre, restait vraiment dans la sphère intime. J'ai ensuite, par la suite, vulgarisé un peu en espagnol, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est juste vraiment, je sens toujours une distinction de l'utilisation des langues qui reste aujourd'hui toujours là.
La deuxième anecdote, c'est quelque chose dont on va parler cet après-midi, je crois, de traduction automatique de DeepL. En fait, je m'en sers, bon, comme tout le monde, assez régulièrement, mais j'ai découvert un peu par hasard un usage qui est peut-être intéressant pour vous et puis à commenter, c'est que, vous savez, quand vous écrivez des textes ou des articles, on va dire de quelques dizaines de pages, il y a un moment où, voilà, enfin, en tout cas, moi, j'ai plus de recul par rapport au texte et je peux le lire et je vais pour essayer d'avoir une lecture critique et de faire, de l'améliorer. Mais il y a un moment où, à force de le fréquenter, voilà, on n'arrive même pas à le lire en fait. Vraiment, c'est voilà, ça glisse, la lecture glisse sur le texte et on n'a plus de distance. Donc, on peut soit laisser passer pas mal de temps et à ce moment-là, on peut le regarder d'un œil neuf, mais ça prend du temps. Et en fait, il y a une manière plus facile de prendre de la distance, c'est de prendre le texte, le traduire, bon, par DeepL ou par ce que vous voulez, enfin pour moi en anglais. Et une fois que je l'ai traduit en anglais, je le lis et à ce moment-là, je retrouve cette distance. Et vraiment, j'ai eu plusieurs fois disons, l'impression, quand je lisais le texte en anglais, qu'il y avait un problème avec la traduction, parce que c'était pas possible que j'ai écrit quelque chose comme ça en français. Et je retournais au texte français, et là, je me rendais compte que vraiment, oui, j'avais écrit des choses comme ça qui n'étaient pas très logiques ou qui n'étaient pas très claires. Alors, il y a sûrement des différences aussi dans la manière dont on écrit en anglais et en français. Ça, j'ai remarqué, disons, l'anglais. Et donc j'ai écrit en fait un livre de vulgarisation avec Jean-Marc, donc pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation. Et en discutant avec Springer, ils m'ont dit voilà, est-ce que vous voulez pas faire une version en anglais? Et donc j'ai traduit par DeepL. Bon, c'était 2 ou 3 années après. Enfin, c'est eux qui l'ont traduit, hein, parce qu'ils traduisent directement par DeepL et ils vous envoient le fichier traduit. Et en fait, moi, je voulais faire une version bien plus courte. Et donc là, il y a eu vraiment beaucoup de moments où, voilà, je retrouvais aussi une distance très forte avec le texte et j'ai beaucoup. Enfin, c'était assez facile en fait en anglais de revenir à peu près au tiers de la longueur du livre en français, en changeant assez le parcours aussi, et en enlevant beaucoup de branches en fait, voilà, de l'arbre. Donc il y avait vraiment une sensation très différente du texte en français et du texte en anglais. Mais voilà, l'outil de DeepL pour prendre du recul, je trouve ça, je l'utilise souvent parce que ça accélère beaucoup la prise de distance. Troisième anecdote, c'est avec un collègue donc à l'ENS à Lyon, donc qui maintenant est à Grenoble, qui s'appelle Pierre Merclé, qui est un sociologue. On travaillait ensemble sur différents sujets, parce que j'ai glissé progressivement de la physique plutôt vers les sciences sociales et la sociologie. Et à un moment, il m'a dit est-ce que tu veux venir cet après-midi? On fait un atelier de traduction d'un texte classique de la sociologie de Goffman, enfin bon, peu importe. Et j'ai dit quoi? Un atelier? Donc ils étaient une vingtaine à différents endroits en France, en fait en visio, à traduire un texte, un classique de la sociologie. Et moi j'ai dit mais enfin, en physique on n'aurait jamais l'idée de prendre un texte d'un article récent ou un peu classique et de le traduire en français. Enfin ça, au début ça m'avait un peu choqué en disant enfin, ça sert à quoi? De toute façon les gens qui sont suffisamment spécialistes pour pouvoir lire ce texte-là, ils parlent l'anglais de toute façon, donc c'est inutile. Et en fait, bon, il m'a expliqué, et là j'ai bien compris l'intérêt effectivement, parce que voilà, les mots précis et la manière dont on va les traduire, ce qui est, à part pour Jean-Marc, pas un enjeu en physique, en disant dans la pratique quotidienne, ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas en pratique. Mais en fait, en sociologie, évidemment, les mots, c'est un peu comme nos termes des équations, enfin, dans les sciences sociales. C'est vraiment important d'être précis avec les mots. Et ça, disons, dans ma transformation progressive, enfin, ou en tout cas partielle de la physique vers les sciences sociales, cette attention aux mots précis, presque à une délectation à chercher le mot qui convient, est quelque chose que, comme tu le disais pour les matheux, en tout cas, je m'y retrouve en tant que physicien aussi, n'était pas du tout quelque chose de quotidien. Enfin, c'est plutôt le moment pénible, c'est quand il faut écrire l'article et vraiment utiliser des mots, et alors que on s'amuse bien avec les équations ou avec les manips. Et donc voilà, et c'est pas du tout la même chose, la sensation SHS. Et je voulais juste vous donner un exemple pour de ce que j'ai en tête. Alors ça vient pas de moi, ça vient de Simondon, donc qui est un philosophe des techniques. Pour vous donner un exemple, on parle beaucoup avec ces techniques d'intelligence artificielle. Bon, il y aurait déjà beaucoup de choses à dire sur l'intelligence, évidemment, qui est plus un mot de pub et de com qu'autre chose, mais peut-être de manière plus précise, on parle beaucoup d'apprentissage. Vous savez, apprentissage automatique, DeepL apprend, ou les réseaux de neurones apprennent. Et déjà, Simondon, en fait, disait, c'est dans les années 60,
il dit qu'il ne faut pas utiliser le mot d'apprentissage, qu'il faudrait réserver en fait à ce que font les humains. Il faut utiliser le mot de dressage. Et pourquoi c'est important? Donc, voilà, quand les algorithmes apprennent à reconnaître des chats dans les images, donc elles s'adaptent bien progressivement à leur environnement. Alors, mais comme là il faut lire parce qu'il faut citer, le premier aboutit donc le dressage à une conduite de plus en plus stéréotypée. Il y a une liaison de plus en plus étroite avec un milieu, alors que l'apprentissage enrichit la palette des comportements disponibles et comporte des conversions, il dit. Donc ces conversions, c'est quoi? Ça traduit la capacité d'être soi-même, un des termes du problème que l'on a à résoudre, la capacité de se mettre en question soi-même que la machine ne possède pas. Pour la machine, le signal, c'est quoi? C'est la différence entre le but poursuivi et le résultat effectivement atteint. C'est-à-dire, voilà, vous voulez identifier des chats et vous arrivez à 80% ou à 90%, mais voilà, le but, il est fixé de l'extérieur, évidemment, c'est d'identifier des chats. Et la machine s'adapte, donc elle est dressée à diminuer cet écart. Mais pour les humains, le signal, c'est une dissymétrie entre deux finalités, l'une qui est réalisée sous forme de structure, dans ce qui correspondrait, on va dire, à la structure du réseau, si vous voulez, mais l'autre immanente à un ensemble d'informations encore énigmatiques et pourtant valorisées. Autrement dit, le signal est la différence entre ce que je suis et ce que j'aspire à être, ou ce que l'on me fait être et que je refuse d'être, que la machine, évidemment, ne connaît pas. Ces informations un peu énigmatiques et pourtant auxquelles on accorde de la valeur qu'on ne peut pas expliciter. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment la différence entre le dressage et l'apprentissage. Et je trouve que voilà, d'être précis sur le terme, parce qu'on est déjà, rarement en sciences dures, y compris en informatique, voilà, ça apporterait quand même un peu de recul et ça ne serait pas tout à fait inutile. Donc, quatrième exemple et discussion, c'est donc j'ai une casquette aussi depuis 2-3 ans de chargé de mission transition écologique, ça s'appelle à l'ENS à Lyon. Et dans ce cadre-là, bon, vous connaissez probablement ce mouvement avec la Labo 1.5, avec beaucoup de collègues qui s'interrogent sur, disons, les transformations de la recherche et de la science face à la catastrophe en cours, on peut le dire. Donc, il a été beaucoup question de réduire les voyages en avion, par exemple. Ça a été le grand sujet pendant très longtemps. Voilà, mais on réfléchit aussi à comment transformer plus profondément les thématiques de recherche et aussi la formation, parce que c'est par là, en tout cas, que l'ENS a un impact plus fort, c'est par la formation. Et en tout cas, ça mène à, disons, ma préoccupation, c'est comment on essaye d'hériter beaucoup, disons, de ce qu'on aime bien dans la recherche, les discussions critiques, enfin voilà, plein d'aspects, mais en essayant d'en réduire l'impact et aussi de la débrancher quelque part de cette science mondialisée qui est quand même très reliée à la techno et à l'accélération, en fait. Disons, depuis la création des sciences modernes, là, j'ai pas le temps de développer ça, mais c'est ça qui m'intéresse dans le fond, c'est comment les sciences expérimentales et les sciences formelles se sont retrouvées, et la curiosité qui va avec s'est retrouvée embrigadée quelque part dans une course technologique qui, aujourd'hui, épuise, disons, les matières et qui nous fait toucher aux limites planétaires. Et dans ce cadre-là, je voudrais citer aussi des réflexions qu'on a aussi avec Nicolas Chevassiolouis, qui est un collègue biologiste, mais qui est donc aujourd'hui journaliste, notamment qui a publié pas mal de livres aussi à Sciences Ouvertes. Et lui, il parle, et je trouve que c'est stimulant, donc ça va à contre-courant de ce qu'on a beaucoup imaginé sur les sciences. Il parle de démondialisation des sciences. C'est-à-dire que on a dans ce modèle-là beaucoup de voyages et d'une science universelle, mais un petit peu aplatie par l'anglais, tu l'as dit aussi. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de cette contrainte qui est voilà, ces grands congrès, ces grandes messes scientifiques qui vont être quand même appelées à se réduire, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire aussi voilà, une manière d'expérimenter une certaine démondialisation des sciences qui il est biologiste, il prend l'image de l'évolution dans des îles différentes qui mènent à des espèces et donc à des types de sciences différents, peut-être dans des langues différentes, comme ça a été le cas, en fait, tu l'as rappelé aussi, et on a d'autres exemples.
donc probablement dans des langues différentes, mais qui pourraient communiquer avec ces outils de traduction peut-être, voilà, et peut-être cette expérience de démondialisation des sens finirait par enrichir et en tout cas poserait des questions intéressantes et peut-être serait plus adaptée aussi à ce qui nous attend. Voilà. Merci beaucoup Pablo, et je cède maintenant la parole à Antoine Chamberloir, qui est mathématicien, professeur à l'université Paris-Cité, c'est ça? Merci beaucoup de cette invitation, merci à vous d'être là. Donc j'ai prévu de parler de deux choses un peu différentes. La première va être très ancienne et la seconde plus récente. La partie ancienne, c'est en quoi est-ce que Babel concerne les mathématiques. Et c'est un peu compliqué parce qu'on a une histoire éminemment plurilingue. Donc on lit et on étudie encore des articles et des livres même aussi qui sont écrits il y a 10, 20, 50 et parfois 100 ans et parfois plus. Et donc ça conduit pas mal de mathématiciens à un plurilinguisme de fortune peut-être, mais quand même. Donc les éléments d'Euclide, pour citer le texte peut-être le plus fameux de l'histoire des sciences et l'un des textes les plus publiés, après la Bible, a été écrit en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais il nous est parvenu via le syriaque et l'arabe. Il a été traduit ensuite en latin, ça a été l'un des premiers livres publiés en 1483. Et la première traduction française, c'est 1683. Donc on estime encore le besoin au XVIIe siècle de traduire un texte qui a 2000 ans. Et c'est que plus tard qu'on a retrouvé un manuscrit grec, d'ailleurs, donc qui a encore enrichi la compréhension du texte. Et au XIXe siècle, on a hérité de textes fondamentaux écrits directement au latin, des textes de Gauss, de Riemann, qui ont souvent été traduits immédiatement en d'autres langues. Le texte de Gauss, les recherches arithmétiques, les Disquisitiones Arithmeticae, étaient écrits en 1801 et traduits en français en 1807. Et plus tard, les mathématiciens allemands, d'autres, ont plutôt utilisé leur langue, comme Cantor et Dedekind, qui est en allemand. Et au même moment, le mathématicien italien Giuseppe Peano, lui, écrivait en français, parfois en italien, parfois, et aussi dans une espèce de latin qu'il avait fabriqué, où il avait enlevé les déclinaisons. Je reparlerai de Peano un peu plus tard, parce qu'il a aussi inventé d'autres choses. Lobachevsky, lui, écrivait en français, en russe et en allemand, et Bolyai en russe, si je ne m'abuse. En hongrois, je ne crois pas. Ouais. Et les mathématiciens soviétiques, eux, écrivaient en russe, et il y a eu un effort de traduction en anglais à cette époque où la communication entre les deux blocs n'était pas si facile. De fait, aujourd'hui, on lit surtout de l'anglais, mais on lit encore du français, pas mal, et on lit parfois de l'allemand, mais plus beaucoup depuis 1990. Sauf que si on veut lire des mathématiques antérieures à 1990, il y en a souvent en allemand. On lit parfois du russe, même si ça m'est jamais arrivé, et on lit, j'ai l'impression, jamais du japonais, de l'arabe, de l'espagnol ou du chinois. Enfin, à part les historiens des mathématiques qui disent de l'arabe, mais oui. Et quand j'ai fait cette liste-là, en voyant la présence de M. Diane ce soir, j'ai réfléchi que les langues d'Afrique centrale, disons, j'ai jamais entendu parler de mathématiques en Wolof ou des choses comme ça. Il y a encore une culture de la traduction. Par exemple, la Société mathématique de France, qui édite des séries de livres, les fait traduire, en tout cas certains d'entre eux, par la Société mathématique américaine, et ils sont publiés un peu après dans une version anglaise. Bourbaki, ce vieil ami de 90 ans, lui, est traduit en anglais assez vite, parce que les éditeurs ont compris qu'ils gagneraient plus d'argent en diffusant une version anglaise. Et tout ça fait qu'il est encore possible, donc je me sens un peu différent de mes collègues physiciens, par exemple, il est encore possible de s'exprimer en français, en tout cas d'écrire en français, dans le monde mathématique contemporain. Il y a quelques soucis de traduction quand même, des soucis que je voudrais mettre dans deux catégories différentes, des soucis de tradition et des soucis d'invention. Donc de tradition, parce que il y a des différences suivant les endroits. Les anglo-saxons font démarrer les nombres entiers à 1, les français les font démarrer plutôt à 0. Ce qui veut dire que lorsqu'on dit natural number, il n'est pas tout à fait clair qu'on dit la même chose qu'un nombre naturel ou un antinaturel. Ce que les Américains appellent non négatifs, nous on les appelle des nombres positifs ou nuls, et ce qu'ils appellent négatifs, c'est des nombres strictement négatifs.
Ouais, bref, on en perd son latin. Donc ça, c'est pour les soucis de traduction qui font que il y a d'autres termes techniques sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui font que le passage de l'un à l'autre est pas si facile. Et lorsqu'on traduit ce qui m'est arrivé, par exemple, un manuel que j'avais écrit en français et que je traduis en anglais, le choix se fait de savoir si on va décider d'adopter la tradition anglo-saxonne ou pas. Bon, je suis un peu têtu, dans mon cas non, mais, mais ça nécessite des précautions. Il y a des soucis d'invention qui sont plutôt plus amusants parce que les mathématiciens, et j'en reparlerai plus tard, réemploient des mots du langage courant. Donc, le mot champ, qui est en allemand Feld, qu'on retrouve dans l'expression galloise Feld, des champs de gallois, mais sont devenus fields en anglais. Mais en français, on a plutôt pris le mot de Dedekind qui est Körper, un corps. Et donc, il y a ces combinaisons de mots où on va dire Feld d'un côté, field de l'autre côté, donc champ, etc. Et puis le mot champ, il existe en français de nouveau, mais il s'appelle stack en anglais, donc une pile. Et pour notre exemple, un mot inventé récemment par Vladimir Drinfeld, il a inventé une structure mathématique qu'il appelle des trucs, donc des Stuka, et c'est devenu Stuka en français, C-H-T-O-U-C-A, et Stuka en anglais, S-H-T-U-K, on translittère comme on peut, c'est juste des trucs. Et dans d'autres cas, ça ne se passe pas très bien. Par exemple, Henri Cartan, dans les années 40, a utilisé l'adjectif étalé, comme ça. Et ce mot étalé n'a pas de traduction raisonnable en anglais, donc on trouve des espaces étalés chez nos anglo-saxons. Et l'adjectif étal, qu'a repris Grothendieck une vingtaine d'années plus tard, est utilisé tel quel, comme un adjectif. Alors, comme si c'était un adjectif, avec l'accent, parfois sur le premier accent aigu, parfois sur le dernier, parce que c'est compliqué de savoir où on met ces symboles. Donc voilà, ça c'est sur la partie historique. L'autre partie est une réflexion, une discussion sur est-ce que les mathématiques sont une langue autonome, ou essayent de créer une langue autonome. Donc il y a cette idée qui est un peu fausse, je crois, en mathématiques, il serait question que de nombres, de formules de x et de y. Alors, un peu fausse, mais un peu vrai quand même, parce que dans l'apprentissage des mathématiques, l'arrivée du symbolisme est le moment où les gens lâchent, à peu près. C'est le moment où ça devient trop compliqué. Donc, faut croire. Malgré tout, il y a cette ancienne citation de Galilée, que la philosophie est écrite dans un immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers de Galilée, mais qu'on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à en connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Et Galilée ajoute que ce livre est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques. Et près de 4 siècles plus tard, 1623, donc plutôt vers 1880, disons, on a vu effectivement apparaître des tentatives de créer une langue mathématique autonome. La fin du XIXe siècle, dans l'histoire des mathématiques, c'est un moment assez spécial où l'activité mathématique se dissocie du réel. Lobachevsky, que j'ai cité tout à l'heure, et Bolyai viennent d'inventer des géométries non euclidiennes dans lesquelles les parallèles ou bien se croisent, ou bien il y a plusieurs parallèles qui passent par un même point. Donc une dissociation entre ce qu'on croit être le réel et une intuition géométrique. Non, enfin bref. Et le raisonnement. Et cette dissociation atteint son paroxysme amusant dans une phrase d'Hilbert qui explique en 1891 que dans un texte mathématique, on pourrait remplacer les mots point, droite et plan par table, chaise et chope de bière sans en changer le sens. Donc ça serait juste par deux tables quelconques, il passe une chaise à une seule. Et en 1889, donc à la même époque, Peano, que j'ai cité tout à l'heure, publie un texte que je trouve révolutionnaire, un livre d'arithmétique. Dans ce livre, il y a quelques passages en latin écrits raisonnablement, mais l'essentiel du texte, c'est une suite de formules écrites avec un vocabulaire extrêmement... Enfin, non, on peut dire pas de vocabulaire, il n'y a que des symboles, il n'y a pas de mots. Et l'idée est que chaque ligne est une assertion mathématique et qu'on passe de la suivante avec un raisonnement purement logique qui ne serait que du calcul, quoi. Et Whitehead et Russell, en 1905, reprennent le même artifice de présentation lorsqu'ils écrivent leur Principia Mathematica.
Ça fait une écriture qui se veut très précise, parce qu'il n'y a aucun recours à des mots du langage courant, à l'opposé de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais elle est très très peu lisible, c'est épouvantable de lire ce texte, je vous assure. Et c'est pas très économe, puisque Whitehead et Russell mettent un tome plus 87 pages pour expliquer que 1 plus 1 égale 2. Donc un peu plus tard, Bourbaki présentera un idéal de rédaction un peu différent et un peu intermédiaire en fait. Il s'agira d'écrire le plus précisément possible, mais de s'arrêter exactement au moment où on sent, où l'on sait, où l'on croit que le reste, la traduction dans cette langue très très formelle, est un exercice pour spécialistes. Donc Bourbaki mentionne qu'il est utile de faire des abus de langage, sinon on n'arrive pas à s'exprimer vraiment. Et il mentionne que dans certains cas, il est utile aussi d'omettre purement et simplement des passages qu'on présume pouvoir être restitués aisément par un lecteur tant soit peu exercé. Et que, à ce moment-là, l'emploi des ressources de la rhétorique devient légitime, pourvu que demeure inchangée la possibilité de formaliser le texte. Et c'est l'ère informatique qui a donné un second souffle à cette entreprise, qui avait l'air impossible il y a un siècle, grâce à ces logiciels qu'on appelle des assistants de preuve. Donc dans ces logiciels, on écrit des programmes. Donc, est-ce que écrire un programme dans un langage informatique est la même chose qu'une langue? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais que Xavier Leroy doit pouvoir dire quelque chose. Et on écrit les énoncés, on écrit leurs preuves, ou ce qu'on croit être leurs preuves, et c'est charger la machine de faire une espèce de calcul qui va garantir que ce qu'on a écrit, qu'on croit être une preuve, démontre bien ce qu'on a annoncé. Donc ces logiciels sont apparus dès les années 60, mais le développement actuel de l'informatique les rend de plus en plus nombreux et de plus en plus efficaces. Celui auquel il m'arrive de participer a plusieurs millions de lignes de code. Et ces logiciels ont aussi une part qui est un peu différente. Ils sont capables d'inventer des preuves, si on dit, c'est-à-dire de produire automatiquement des preuves par des méthodes plus ou moins algorithmiques, plus ou moins efficaces, ça s'appelle des tactiques. Et on retrouve la distinction que faisait Bourbaki avant, c'est-à-dire qu'il y a les choses qu'on a envie de dire, où il y a des idées, et puis il y a des choses qu'on ne veut pas dire, et on aimerait bien que l'ordinateur puisse faire cette chose tout seul. Et l'étape future, peut-être, ça serait l'arrivée de traducteurs automatiques qui prennent un texte en langue courante, en anglais, un article, et qui le traduisent dans ces logiciels, parce qu'à ce moment-là, si le système y parvient, on aura un moyen d'être certain du fait que le texte mathématique est complet. Alors on n'en est pas là du tout, mais par exemple, il y a eu cet été une annonce qu'une combinaison de recherches comme ça a permis à des machines de résoudre des exercices d'Olympiade. Ça a assez peu d'intérêt, parce que les exercices d'Olympiade, il y a une personne qui connaît la solution, c'est la personne qui a posé le problème, et qui sont très très loin de ce qui intéresse un scientifique, mais malgré tout, on en est là. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Si je n'abuse pas, je voudrais me permettre 2 petites remarques pour enchaîner sur ce que mes collègues ont dit. La première, c'est que... je vais rebondir sur ce que vient de dire Antoine Chamberloir avec la fameuse citation de Galilée. Je crois que il y a peu de citations qui ont été exploitées de façon aussi trompeuse que celle-là, pour toute une série de raisons. La première, c'est que quand Galilée dit le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique, on pourrait s'attendre à ce que c'est ce qu'il va faire. Pas du tout. Pas du tout. Les textes de Galilée sont des textes absolument remarquables, d'ailleurs littérairement, en italien, qui sont je vous convie à les lire, sinon en italien, du moins dans les traductions françaises, parce que c'est plein d'esprit, de polémique, c'est extraordinairement vif. Il y a très peu de mathématiques dedans, ne fût-ce que du fait que la formalisation mathématique est encore très très embryonnaire. Il va falloir quelques années, Descartes, puis Newton, Leibniz, etc. Donc, en fait, on le voit d'ailleurs parce que dans cette phrase de Galilée, il dit les caractères de cette langue mathématique sont des triangles, des cercles, et ça ne correspond pas du tout à ce que va devenir la mathématique, y compris dans l'usage qu'en fera la physique. Donc,
Oui, absolument. Et en fait, encore une fois, c'est un usage très très particulier. Et la dernière raison, à mon avis, mais ça il faudrait tout un colloque pour en rediscuter, c'est que la citation de Galilée porte sur le grand livre de l'univers, c'est-à-dire sur la connaissance scientifique en général, ce qui me semble, 4 siècles après, totalement faux, vu que le rapport aux mathématiques est très spécifique dans le cas de la physique, mais qu'il est d'une nature tout à fait différente et d'ailleurs beaucoup moins profonde dans le cas des sciences de la vie, sans parler des sciences sociales. Donc pourquoi j'insiste un peu sur le cas de Galilée? Parce que ça nous ramène à une dimension qui était sous-jacente dans beaucoup des interventions, qui est en fait la dimension historique du rapport à la langue. Et j'étais très frappé parce que, disons Antoine Chamberlain, quand il disait qu'il y a des textes anciens dont un certain nombre n'ont pas été traduits, et donc pour les lire, nous avons besoin d'une culture linguistique qui est plus grande que celle dont nous disposons. J'en parle en connaissance de cause parce que le livre de Galilée dont je viens de parler, le Dialogo, n'avait jamais été traduit en français jusqu'à il y a une quarantaine d'années. C'est une de mes petites fiertés éditoriales que d'en avoir été l'éditeur. Donc il y a cette dimension historique qui me semble importante parce que je crois qu'aujourd'hui, nous savons que dans le passé des découvertes, des énoncés scientifiques, il y a un certain nombre de pépites qui gisent et qui n'ont pas encore été exploitées. Et je pense que l'idée suivant laquelle, mais non, tout est là, tout a été traduit, tout existe dans la contemporanéité, est une idée totalement fausse, y compris d'ailleurs dans les sciences formelles, les mathématiques ou la physique, sans parler alors des sciences de la vie ou des sciences naturelles, où je suis persuadé qu'il y a des gisements de savoir à exploiter qui nécessite sans doute une ouverture linguistique beaucoup plus grande. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais dire un mot, c'est que la question de la langue nous oblige à faire face à la question de l'histoire, ce que je viens de dire, mais aussi à il est nécessaire de la replacer dans un contexte beaucoup plus large, je dis une banalité, qui est le contexte de la culture. Je donne juste un exemple parce qu'il m'a sidéré le jour où je l'ai appris. Vous pourriez imaginer que dans toutes les langues du monde, on sait compter à peu près de la même façon. C'est totalement faux. D'abord, il y a des langues, et pas des moindres, des langues modernes, le japonais par exemple, dans lesquelles il y a des qualificatifs de nombre. Vous n'utilisez pas le même mot pour compter des individus ou des vers, par exemple. D'où une épaisseur culturelle dans le cadre du dénombrement qui est impossible, strictement impossible à traduire dans notre langue. Mais je prends un exemple beaucoup plus simple et beaucoup plus probant pour y dire, bon, d'accord, ok, il y a des systèmes de numération différents, mais bon, on a quand même 10 doigts, donc tout le monde va compter sur 10. Mais non. Les Yuki, qui sont une ethnie d'Amérique centrale, comptent avec leurs mains, d'accord, mais pas sur leurs doigts. Ils comptent entre leurs doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ils ont une numération en termes d'octets directement bien avant l'invention du binaire. Et vous voyez que ça a évidemment des conséquences culturelles extrêmement larges. Et je terminerai juste sur des questions plus récentes qui sont le lien qui aujourd'hui me paraît fragile et problématique entre ce que dit la science dans telle ou telle langue et ce qu'elle comprend ou tente de faire comprendre. Et ça nous entraîne directement sur des problèmes de traduction. Donc je vais donner juste un exemple. Vous savez que la théorie quantique, qui est née au début du XXe siècle, pose beaucoup de problèmes à notre intuition telle que nous la tirons de notre pratique des objets, des choses à l'échelle courante. Et un exemple typique de ces difficultés
est résumé par le terme de relation d'incertitude de Heisenberg ou principe d'incertitude de Heisenberg. Eh bien, quand vous revenez au texte original de Heisenberg, 1927, il emploie un mot allemand. Je pratique très mal l'allemand, donc je parle sous le contrôle des germanistes qui sont là. Il emploie le mot Unbestimmtheit. Et Unbestimmtheit, d'après ce que je me laisse dire par mes collègues, ça relève beaucoup plus de l'indétermination, la non-détermination. On pourrait presque inventer une bonne traduction, à mon avis, qui serait indéterminitude, que de l'incertitude. Et d'ailleurs, dans les premières versions en langue non allemande, par exemple en français, c'est le mot indétermination que vous allez trouver chez Langevin, chez De Broglie. C'est les Anglais, les Américains d'ailleurs plutôt, qui vont traduire directement Unbestimmtheit par uncertainty. Et uncertainty va revenir en français essentiellement après la guerre, au moment où c'est la science à l'américaine qui va devenir la science au moins européenne, sinon mondiale. Et donc il y a là un enjeu, parce que vous savez tous, vous avez tous dû lire je ne sais combien de textes ou de vulgarisation ou de commentaires ou d'exégèses, ils disent ah mais même les physiciens doivent faire avec le principe d'incertitude. Je me souviens d'un article du Monde d'il y a une vingtaine d'années où il disait que le président Chirac était un bon exemple d'application du principe d'incertitude, parce que quand on savait où il était, on ne savait pas du tout où il allait, et quand on savait où il allait, on ne savait pas du tout où il était. Bon, alors, pour ce genre d'usage métaphorique et humoristique, soit, mais on trouve en philosophie, en esthétique, en sciences sociales, un nombre incroyable d'abus de langage, où vous voyez que là, une attention plus précise à la langue, au terme, à la traduction initiale, pas forcément la meilleure d'ailleurs, on pourrait inventer d'autres termes, me paraît tout à fait capital. Voilà, merci, je ne voudrais pas abuser du temps. Est-ce que l'une ou les autres d'entre vous auriez quelques remarques à faire sur ce qui a pu être dit? Éléonora? Alors pour moi, c'était très intéressant de vous écouter, parce que c'est toujours bien d'avoir le point de vue des scientifiques. Enfin, moi, je ne me considère pas, je me considère historienne, mais pas forcément. Enfin, ceux qui vraiment travaillent avec les sciences dures ou expérimentales. Enfin, c'est intéressant de voir comment vous percevez la langue de votre science. Parce que pour moi, c'est toujours en tant qu'observatrice. Mais j'aimerais savoir si, par exemple, parfois, vous avez assez de mots pour exprimer votre discipline. Je pense que votre cas, c'est intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a une réflexion par rapport à comment on nomme enfin, des choses. Et ce genre de réflexion, peut-être, ça vaut le coup de l'amener avec vos collègues aussi. Mais voilà, c'est juste une remarque. Hein. Non, je peux, évidemment qu'on n'a pas assez de mots. Par définition, on n'a jamais assez de mots. Et en plus, la particularité de la clinique psychiatrique, notamment justement dans les psychos, c'est que nos patients inventent des mots. Donc on doit faire aussi avec l'invention de mots. Et c'est bien d'ailleurs de devoir faire avec l'invention de mots et ce jeu de constitution, d'organisation des mots au gré des symptômes ou peut-être de la pertinence qu'il y a à inventer des mots. Pablo? Non? Avec la salle. Je voulais juste revenir sur le comptage des doigts, sur 10 doigts. Donc il y a une ethnie inuite qui compte en base 20, c'est-à-dire que c'est par boîte de 20. Mais les caractères qu'ils utilisaient jusqu'à peu, c'était les symboles de 0 à 9, donc en base 10. Ce qui fait qu'il y avait une dissonance complète entre la façon dont on écrit les nombres, du genre, une dissonance qu'on connaît un peu quand on écrit 80,
qu'on n'écrit pas 4-20, mais 8-0. Mais c'était ça sur tout l'alphabet. Donc récemment, ils ont inventé une numération des symboles, qui sont très très malins d'ailleurs sur la façon dont ils s'écrivent, parce qu'il y a des barres, et puis on tourne les barres pour mettre des paquets. Mais voilà, pour arriver à unifier la langue parlée des chiffres et la langue écrite. Très intéressant. Juste un mot pour répondre à Eleonora. Assez de mots, non, je crois que nous n'avons effectivement pas assez de mots. Alors, c'est intéressant parce que si on regarde le vocabulaire au moins de la physique, mais je crois des sciences modernes en général, il y a au fond 3 étapes. Au début, disons 17e, 18e siècle, les scientifiques exploitent la langue vernaculaire, mais en la contraignant. Le mot force, qui est un mot tout à fait banal en courante, va prendre chez les mécaniciens, Newton par commencer, un mot extrêmement spécifique. Force est un vecteur. Le travail, pire encore, c'est une notion dont l'acception proprement physique est presque parfois antinomique avec le sens intuitif courant. Et puis, ils vont s'apercevoir petit à petit qu'effectivement, ça ne suffit pas. Et dès lors qu'au XIXe siècle, on va commencer à s'intéresser à des phénomènes qui ne relèvent absolument pas de l'intuition courante, de la sensibilité commune, force va être d'inventer des mots nouveaux. Et alors donc là, on va puiser dans le vocabulaire gréco-latin à tour de bras, et vous allez avoir de la thermodynamique, de l'électromagnétisme, etc., etc. Ce qui est déjà un petit problème, parce que ça montre la singularisation de la source linguistique qui est exploitée. Et ça pose des sacrés problèmes dans des langues de nature extraordinairement différentes. Quand on regarde par exemple comment les Japonais utilisent, ils sont toujours pris entre 2 feux, si j'ose dire, ou bien une translittération directement phonétique, électron, ça se dit, et le kotoru, quelque chose de ce genre-là, ou bien réinventer des termes. Et on a souvent reproché d'ailleurs aux scientifiques du XIXe siècle d'employer des mots que personne ne comprenait. La question se pose, en médecine en particulier, évidemment, le jargon médical, on a ascétique, etc. Mais cette terminologie très spécifique, elle a au moins une vertu, c'est que peut-être qu'on ne le comprend pas, mais au moins on ne le comprend pas de travers. Et quand vous regardez la 3e étape, celle du XXe siècle, vous avez un retour à l'utilisation de mots vernaculaires dans un contexte où leur poids de malentendu est gigantesque. Alors là, le physicien que je suis devrait faire amende honorable pour tous ses collègues. Ni le Big Bang, ni les supercordes, ni les trous noirs, etc., ne correspondent en quoi que ce soit, presque antinomiques parfois, avec leur signification. Et là, je me dis que ça serait peut-être un effet intéressant de la traduction que de voir revenir depuis d'autres langues des termes nettement mieux adaptés que les nôtres. Serions-nous capables de les entendre et de les utiliser? Ça, je n'en sais rien. Oui, Pablo? Je veux bien intervenir maintenant pour donner des exemples. Disons, moi, j'interprète ça comme le symptôme, enfin, un signe assez clair de ce qu'a apporté la sociologie des sciences aussi. C'est-à-dire qu'en gros, le monde qu'on construit dans les laboratoires, c'est un monde aussi qui est différent du nôtre et qui a besoin de concepts différents et qui, c'est pas un hasard, en fait, si les mots qu'on doit trouver ne correspondent pas aux mots du monde quotidien, parce qu'il s'agit de mondes distincts. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, je retrouve, donc, j'ai eu un moment où je faisais de la modélisation de systèmes sociaux, donc notamment pour avant d'écrire ce livre-là, et je retrouve chez des collègues qui, de manière abusive, à mon avis, veulent utiliser des modèles de physique pour décrire des systèmes sociaux, de l'utilisation de mots, par exemple, comme opinion ou même l'utilité chez les économistes, on pourrait dire. Enfin, c'est ce qu'une philosophe qui s'appelle Nancy Cartwright appelle des concepts minces, c'est-à-dire qu'on va prendre juste un petit bout d'essence du mot en question et on va les insérer dans des modèles où on va prétendre déterminer les dynamiques d'opinion, etc. Alors qu'en fait, on est en train juste de faire des petits calculs dans des modèles qui sont assez jolis mathématiques, mais c'est des réels. Et le lien, c'est-à-dire, on est très attentif
à toute la rigueur mathématique des hypothèses jusqu'au résultat, mais alors dès qu'il s'agit de sauter au mot opinion et au monde réel, alors là, la rigueur est totalement oubliée, et on dit oui, ça ressemble, oui, ça devrait être ça, mais voilà, c'est un symptôme qu'on retrouve aussi de ce côté-là, qui est encore plus clair qu'en physique. J'ai envie de mentionner un autre type de mots qui d'ailleurs pose parfois des problèmes en mathématiques, au sens où l'usage du mot est contesté. L'exemple que j'ai en tête, c'est ce qu'on appelle la géométrie tropicale. C'est quelque chose qui a été inventé dans les années 80 à peu près, pour désigner l'étude de certaines structures mathématiques dans lesquelles l'addition et la multiplication sont un peu différentes de celles que vous avez l'habitude qu'elles soient. Et donc elle a été étudiée d'abord pas mal chez des informaticiens, maintenant elle est très utilisée en géométrie, mais il y a des informaticiens qui l'utilisaient, et on trouve des articles dans la recherche, dans cette époque-là, où elle s'appelait géométrie exotique d'ailleurs. Et elle s'est appelée tropicale au moment, en hommage à un mathématicien ou un informaticien brésilien, qui, si je ne m'abuse, n'est pas vraiment dans la zone tropicale non plus. Et je crois qu'il était là. Bon, ok. Et en tout cas, aujourd'hui, on voit des textes où ce mot-là est justifié, et ça se termine par c'est la façon dont les Européens voient les tropiques. Voilà. Et la question, c'est savoir si on va garder ce terme ou s'il va évoluer. De vocabulaire qui sont très spécifiques. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples qui sont intéressants, enfin uniquement deux, qui sont d'une part le fait qu'on désigne souvent des molécules par la fonction qu'on leur attribue. Et puis après ça, on découvre qu'il y a d'autres fonctions. Et donc, ces mots traînent avec un nom de fonction, on leur attribue un objet. J'ai travaillé sur une molécule comme celle-là qui était... voilà, donc j'ai bien vu son évolution au cours du temps. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème, qui est beaucoup plus grave, c'est, je dirais, le fait que dans les divers champs de la biologie, il y a des vocabulaires différents, parfois qui désignent les mêmes choses ou qui désignent les mêmes concepts avec des mots différents. Et par exemple, si on prend l'exemple des neurosciences et qu'on les compare au domaine de l'immunologie, par exemple, et alors je ne vais même pas aller jusqu'au soi et au non-soi, qui, évidemment, pour un psychiatre, a un sens tout à fait différent que celui que va donner un immunologiste, mais un biologiste. Voilà, donc il y a cette espèce d'idiosyncrasie dans des sous-domaines de la biologie, et les confusions terminologiques sont, à mon avis, un problème assez grave de la traduction interne à l'intérieur du champ, quand on essaye de comprendre ce que veulent dire les mots. Et alors, quand il s'agit évidemment de concepts un peu compliqués, comme le soi et le non-soi en immunologie, mais qui en neurobiologie a un autre sens et en psychiatrie un sens encore différent, on arrive sur des choses qui sont très difficiles à concevoir, et surtout beaucoup d'erreurs interprétatives faites par des gens qui réfléchissent autour des sciences, qui sont souvent des amateurs d'ailleurs. Merci. Oui. Oui, Patrick Flandrin, Académie des sciences. J'avais juste une remarque par rapport aux textes mathématiques, parce qu'il y a une spécificité dans les textes mathématiques, c'est qu'il y a des formules mathématiques. Et d'une certaine façon, il y a des choses, les formules, des fois, elles évitent... Enfin, on peut avoir une compréhension. Moi, je vois l'article qui est écrit en chinois, il y a des formules qui sont insérées. Je vois à peu près de quoi ça parle, et ça, c'est pas à traduire. Et ça date de quand, en fait, finalement, qu'il y ait une espèce d'universalité de l'écriture de formules qui fait que, dans des textes qui sont écrits en français, en allemand, en anglais, en chinois, en japonais, les formules mathématiques en tant que telles sont relativement les mêmes, quand même, avec peu de démondialisation de ce côté-là. Je ne sais pas très bien quand le dater. Au XIXe siècle, ça commence déjà à être comme ça. Avant, pas tellement. Mais si vous lisez Poincaré, il n'y a pas beaucoup de formules dans pas mal d'endroits. Donc, Poincaré, c'est le début du XXe.
Donc peut-être à partir de 1930, c'est clair qu'il y a une langue, ce type de langue s'est installé. Maintenant, j'ai eu un jour à lire un article en tchèque dans ma vie. Par chance, il faisait que 2 pages. Et les formules ont fini par me guider, mais ça a été vraiment, vraiment difficile. Parce que j'avais aucun... C'était avant tout ce qui existe. Donc, voilà. Mais une très brève remarque là-dessus, c'est que pour le physicien que je suis en tout cas, effectivement un article de physique théorique très élaboré sur la théorie de la gravitation aujourd'hui, je vois les équations, je sais à peu près de quoi ça parle, je peux suivre le raisonnement, mais je ne sais pas ce que l'auteur a en tête parce que il y a plusieurs façons de comprendre les mêmes équations. Et je pourrais, si j'avais le temps, développer l'exemple de la théorie de la relativité générale, par exemple. Les équations d'Einstein, on peut, et c'est le consensus très large des physiciens aujourd'hui, trouver que ce sont, au stade où nous en sommes aujourd'hui, les meilleures, mais les comprendre de façon extrêmement différente. Et en particulier, ça nous ramènerait à la notion de Big Bang, etc. Donc le contenu conceptuel ne dérive pas du contenu formel. Bonjour, Nathalie Kubler, Université Paris-Cité. Mais je suis linguiste et je travaille en traduction scientifique humaine et machine. Donc, j'ai vraiment trouvé vos interventions passionnantes. Et aussi, ce que je constate en vous écoutant, c'est que, en fait, les concepts des sciences sont vraiment ancrés dans la langue culture et ne sont pas indépendants de la culture dans laquelle ils naissent et conduisent dans le processus de passage d'une langue à l'autre des variations conceptuelles, en fait. Parce que quand vous parlez de... donc en mathématiques, déjà le fait de considérer que les nombres entiers, enfin qui sont un concept, ne commencent pas au même nombre, ou bien quand on parle de nombres négatifs ou strictly negative en anglais, je crois, c'est ça. Mais on voit bien que ça ne recouvre pas les mêmes concepts exactement. Donc la traduction est imparfaite en quelque sorte. Puis en clinique aussi, le fait de voir disparaître des termes et donc des concepts d'une culture scientifique à une autre, parce que là, entre la culture américaine et la culture européenne ou française, c'est pas tout à fait la même chose, montre que même quand on essaye de trouver des équivalents pour les termes dans un domaine, ça reste difficile parce que l'approche conceptuelle, c'est un peu comme la différence entre bottes de pluie et bottes de caoutchouc, qui en fait désignent la même chose, mais ont des points de vue conceptuels qui diffèrent. Et donc on a forcément vous l'avez illustré de manière vraiment très, très éclatante, quoi.